Films, séries, musique, jeux vidéo, livres, toute la pop culture est dans Allo Central. Avec un E Sur Radio Kawa. Sans le E. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 104 d'Allo Central. Nous sommes le mardi 18 juin si vous nous écoutez le jour de la sortie. Et aujourd'hui, chers auditeurs, comme annoncé dans le précédent épisode dédié à Game of Thrones, nous allons vous parler ce soir livres, coups de cœur, autrement dit, des coups de cœur littéraires. Qu'ils soient fictionnels, adaptés de faits réels ou que sais-je encore, nous avons sélectionné rien que pour vous un petit panel éclectique qui saura vous aider à choisir quel sera votre compagnon de l'été. Je me sens un peu comme le professeur Chen dans Pokémon, prête à vous présenter votre starter, c'est excitant. C'est bizarre. Mais bien entendu, pour parler de coups de cœur littéraires ce soir, je ne suis pas seule. J'ai convié une petite clique de fervents lecteurs autour de ma table basse. Nous avons tout d'abord Murray, bonsoir. Bonsoir. Nous avons Maude. Bonsoir. Je suis très contente. Nous avons Charlotte. Bonsoir. Premier épisode en dehors de la musique. Oui. Et nous avons aussi Pierre, bonsoir. Bonsoir. Et c'est ta première d'Allo Central. Ouais. Oui. Ouais. C'est toujours plus dur la première fois, ne t'inquiète pas. Mais non, il y a des Après, premières fois ça qui se passe. passent très très bien. Après la croûte, le pull. Merci beaucoup. Pour information, chers auditeurs, mes chroniqueurs ont chacun sélectionné pour vous 2 œuvres intemporelles qu'ils ont appréciées et dont ils vont bientôt vous parler, d'ailleurs presque maintenant, presque tout de suite. Et je passe d'ailleurs la parole pour ce premier tour de table à Murray, qui avait envie de nous parler d'une œuvre récente. Oui, c'est ça, récente. Bon, je vais tricher un peu. En fait, je vais pas parler d'une œuvre, je vais en parler de 32 d'un coup. Allez, boum. Je vais parler de Fantomas. Fantomas, j'imagine que beaucoup de gens connaissent grâce au film des années 70, si je dis pas de bêtises. Donc avec Louis de Funès. Donc des films qui étaient plutôt des comédies un peu avec de l'enquête policière, parce qu'on avait quand même le personnage de Fantomas, cette espèce de grand méchant qui portait différents masques, qui commettait des crimes un peu partout en France. Et bien au départ, c'est des bouquins. Oui, Fantomas avec le Blue Man Group, c'est ça? C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est plutôt le green man Oui. pour le coup. Il est pas bleu? Non, il est plutôt, c'est plus du vert que du bleu. Ils avaient plus de vrai bleu, ils ont mélangé un peu. Voilà. Mais après, il a tous les visages qu'on voulait. Parce qu'au fond, c'est excusez-moi Xavier pour cette Dupont-Ligonnès. C'est le docteur. Non, en fait, au départ, c'est une série de romans qui ont été écrits entre 1911 et 1913. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 23 livres entre 1911 et 1913. C'est pas des nouvelles, c'est des vrais romans complets de 200 pages. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 auteurs, donc je veux pas écorcher les noms, c'est Pierre Souvestre et Marcel Allan, qui avaient fait un petit contrat d'édition en mode en 2 ans, on vous livre 32 titres, un par mois, tranquillement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors en gros, pour s'aider dans leurs enquêtes, alors c'est toujours les mêmes enquêtes, on trouve les 3 personnages principaux que sont donc Fantomas, le grand méchant. On retrouve Juve, le commissaire, qui n'est pas du tout aussi débile que peut l'être Louis de Funès dans les films. C'est vraiment la seule personne qui arrive à le contrer d'ailleurs dans les bouquins. Et enfin, on a le personnage donc du journaliste de Fandor, qui dans le premier livre est une de ses victimes et qui finalement devient journaliste à la fin du premier bouquin et va aider Juve dans ses enquêtes pour lutter contre Fantomas. Et en gros, tous les livres qu'ils faisaient, donc ils en faisaient un par mois, ils se basaient sur des faits réels, des faits divers du moment sur Paris, des meurtres un peu bizarres, des manifestations qu'il pouvait y avoir. Et en s'inspirant de ça, en gros, ils expliquaient que Fantomas était un peu à l'origine de tout, il semait le chaos pour récupérer de l'argent, pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Quand il était attrapé et condamné à mort à la guillotine, parce qu'à l'époque on guillotinait encore, et ben le soir d'avant il se faisait remplacer par un des gardiens et c'est le gardien qui se faisait guillotiner et hop là Fantomas Il est vraiment sort. pas sympa. Fantomas est pas sympa. Et en plus ça avait cette petite magie c'était vraiment du feuilletonnant, comme il y en avait un par mois. Chaque fin de roman se terminait par ah là là, il s'est échappé, que va-t-il bien pouvoir se passer, ou mon Dieu, Juve est dans une situation extrêmement dangereuse, est-ce qu'il va s'en sortir? Vous le saurez dans le prochain épisode. Et dernière chose, pour réussir à écrire plus de 200 pages par mois, comment il faisait? Et il s'enregistrait toute la journée, il s'enregistrait en racontant leurs histoires, et puis la nuit c'était les petites secrétaires qui arrivaient dans les bureaux et qui recopiaient tout ce qu'elles pouvaient entendre dans les enregistrements, et c'est comme ça qu'on arrive à sortir 200 pages par mois, quoi. Donc avec un dictaphone. Avec des dictaphones de l'époque, ouais. En 1900. Avec en fait, c'est des sortes de systèmes de tubes qui s'enregistraient et c'était réécouté la nuit et noté. Du coup, on les a retrouvés 32 tomes plus tard, les yeux explosés. C'est un peu ça. C'est-à-dire que en fait, au départ, ils avaient qu'un seul roman qui était prévu, en mode, si jamais ça marche. C'est-à-dire que les livres étaient vendus 65 centimes à l'époque. C'était des éditions qui se faisaient à l'époque. Et voilà, c'était l'idée d'avoir un vrai feuilleton. Et le fait de baser ça sur des faits réels, ça permettait de se rapprocher de l'actualité, et c'est pour ça aussi que ça se vendait bien. Alors
moi je réagis à des histoires donc début du XXe siècle. On a aussi, alors je cherchais le nom de l'auteur, mais vous pouvez trouver aussi il y a donc 1910, fin 19e, début 20e, un auteur qui s'était amusé à faire des faits divers en une phrase. Et alors vous tapez ça sur Wikipédia, vous trouverez plus facilement que moi. Et c'est extrêmement amusant parce que c'est comment réunir les faits divers du Paris du début du 20e à cette époque. Et c'est très très intéressant, voilà. Non, mais et c'est très amusant. Les faits divers ont toujours inspiré les grands romans. Le Comte de Monte Cristo, au départ, ça reste un fait divers. Hein. D'accord. Il y en a eu plein des histoires comme ça. L'homme au masque de fer aussi, c'est basé sur des faits plus ou moins réels qui ont existé. Le fantôme de l'opéra. Le fantôme. Évidemment, qui nous a donné en plus la meilleure comédie musicale du monde, dont je me Roméo et rappelle plus le Juliette. titre. Bien sûr, Roméo et Juliette de Gérard, je ne sais plus qui. Et un escape game assez sympa qui est encore prolongé. Oui, à l'Opéra de Paris, tout à fait, oui. Moi j'ai une question, du coup, les romans Fantomas, tu suis vraiment le personnage de Fantomas ou tu suis le personnage de l'enquêteur ? Alors, tu suis en priorité le personnage de l'enquêteur et de la victime, parce qu'il y a souvent une victime. Dans le premier, on va suivre Fandor, qui est un petit jeune qui sait pas grand-chose de la vie, au fond. Et il va évoluer, il va grandir. Il y a un côté feuilletonnant. Alors, le problème, c'est que on se rend compte que... Alors, j'ai pas lu les 32 tomes encore, c'est très long. Mais un jour, je m'y lancerai complètement. Il y a quelques incohérences, parce qu'à un moment, on arrive quand même ce passage en mode est-ce que Fantomas fait pas partie, au fond, de la famille de Juve, un peu soap opéra genre, en fait, c'était son frère caché, on ne sait pas, voilà. Mais, et 2 tomes plus tard, on apprend que finalement, c'est peut-être son oncle. J'adore ce genre de romantisme. C'est un peu compliqué. Mais on suit... En fait, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on sait que rapidement, il y a déjà à cette époque cette idée de masque. Alors, pas de masque comme on peut le voir dans les films, mais de fausses moustaches, de perruques, de changer les habits, un peu comme le faisait Sherlock Holmes Voilà, dans il est vraiment les livres. grimé, en fait. Ils sont grimés, voilà. Et souvent, la seule personne qui arrive à le reconnaître, au final, c'est Juve, parce qu'ils ont cette même réflexion. Lui-même aussi, Juve, parfois se grime pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour une victime, en espérant choper Fantomas comme ça. Il y a déjà cette histoire donc de maquillage, et parfois, comme on sait, le lecteur au bout de 20 bouquins, il sait qu'à un moment ou à un autre, c'est Fantomas qui est à l'origine du crime. L'idée, c'est vraiment de savoir, mais finalement, quel personnage il va incarner. Est-ce que ça devient presque un Cluedo? Est-ce qu'il incarne le vieux noble, ou est-ce qu'il incarne le clochard au coin de la rue? Alors moi j'ai une question, je sais que tu es très très fan des enquêtes et des mystères dans tout genre, mais comment tu en es venu à t'intéresser à ce Fantomas? Parce qu'en fait j'aime les films au départ, je suis un grand fan des films Fantomas de Louis de Funès, parce que j'adore j'avais un masque de Fantomas à une époque que j'ai réussi à mettre à une soirée déguisée, j'étais très fier de moi. Parce que le principe de mettre un déguisement et au milieu de la soirée de dire mais non en fait ce n'était pas le bon déguisement, et t'enlèves le déguisement et t'as le masque de Fantomas en dessous. Et d'ailleurs fun fact, si un jour vous allez pas bien, vous prenez la BO de Fantomas, le thème principal, vous le mettez dans votre portable, MP3, peu importe, lecteur CD, vous vous baladez dans le métro et vous écoutez la musique de Fantomas et vous allez avoir l'impression de pouvoir conquérir le monde. C'est assez incroyable, c'est un vrai kiff quand ça va pas, j'aime bien faire ça. Mais c'est une parenthèse. Et non, voilà, j'ai toujours aimé les films. Et un jour, je me suis dit, mais j'aimerais bien connaître l'œuvre de départ. Au début des années 2010, il y avait une rumeur, peut-être qu'on allait faire des nouveaux films. Il y avait une rumeur avec Vincent Cassel, je crois. On avait juste une affiche avec un pareil qui brûle et un grand F au milieu. Et j'espère toujours, alors pourquoi pas un film, pourquoi pas une série Netflix? Il y a toujours une rumeur avec Vincent Cassel quelque part. Hein. Mais oui. clairement, c'est quelque chose qui pourrait être encore actualisé aujourd'hui. C'est un truc intemporel. Il y a la technologie qui a changé, mais finalement, ça pourrait se faire aujourd'hui encore. Alors, je me permets de dire que je suis moi-même réalisatrice. Je travaille dans le milieu et le projet, c'est avec Kev Adams. Non. Et Vincent Cassel aussi, hein, là n'est pas la question, mais avec Kev Adams. Donc, du coup, j'imagine que c'est un coup de cœur du fait que tu es fan de Fantomas, tu es fan des enquêtes en tout genre, et du coup, c'est un peu le combo ultime. Ah, c'est ça. En plus, c'est de l'enquête policière. J'ai eu ma période Sherlock Holmes. Je me suis lu tous les trucs à l'époque sur le Kindle, et là j'ai vu qu'ils ont ressorti une édition complète, donc il y a plusieurs tomes et il y a 4-5 livres par tome, et donc j'ai que le premier pour l'instant. Ah oui, donc là l'édition que tu as amenée ce soir, donc c'est chez Bouquin, non? C'est chez Bouquin. Ouais. Ils ont ressorti une édition, et donc là il y a les 4 premières histoires, donc Fantomas, Juve contre Fantomas, le mort qui tue et l'agent secret. Alors juste mention pour les auditeurs, si vous avez jamais feuilleté un livre bouquin, ça peut être très décourageant au début parce que le papier est extrêmement fin.
Et donc du coup, mais il faut pas se décourager quand l'histoire est passionnante. Ah bah c'est un bouquin qui fait 1300 pages. Oui, mais quasiment. parce qu'il y a plusieurs tomes Parce dedans. qu'il y a plusieurs tomes dedans, mais clairement oui, on les lit un à la fois. Si tu lis tout d'un coup, je pense que tu t'es découragé. Mais du coup, dans un tome, t'as plusieurs histoires, c'est ça? En fait, il y a plusieurs romans. Comme il y avait 32, il y a eu 32 titres à l'époque, ils ont regroupé ça en tomes avec 4-5 romans différents dedans. D'accord. Ça marche. Je vous propose qu'on passe à la suite. On va passer à toi, Maude. Tu avais envie de nous parler de La rivière à l'envers de Mourleva. Jean-Claude Mourleva, tout à fait. Alors, ce soir, je viens vous parler de romans jeunesse. Alors oui, vous pouviez cet été penser, vous dire « Ah tiens, je vais relire les Harry Potter, je vais relire encore une fois les Royaumes du Nord. » Oui, vous avez 30 ans, vous l'avez relu pour la 10e fois. Non, je vous propose d'aller chercher ailleurs dans le roman jeunesse, parce que le roman jeunesse, c'est aussi super chouette quand on est adulte. Voilà. Alors, Jean-Claude Mourleva, un petit rapide sur cet auteur. Donc, auteur français extrêmement célèbre pour justement ses romans jeunesse, qui a l'avantage de ne pas prendre les lecteurs enfants pour des cons, ce qui est quelque chose que j'apprécie vraiment. Merci à lui. Un homme qui est capable d'évoquer énormément de choses avec beaucoup de poésie. Voilà. Alors, pour vous résumer très rapidement La rivière à l'envers, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va partir à l'aventure pour retrouver une jeune fille dont il est amoureux. Jusque-là, tout va bien. Et il va découvrir toutes sortes d'univers inconnus. Alors là, on part sur du absolument basique. Hein. C'est du roman d'aventure, vraiment rien. On se dit, vu ce qu'elle vient de me dire, ça va pas être très intéressant. Mais, mesdames, messieurs, attention, ce qui compte, c'est pas vraiment le sujet de l'histoire, c'est la poésie avec laquelle Jean-Claude Mourleva va nous raconter son histoire. On va découvrir toutes sortes d'univers complètement différents, des choses qui nous rappellent à la fois des contes qu'on a pu lire quand on était enfant, mais aussi une espèce de voyage qu'on va faire avec lui, et dans lequel il va nous accompagner et dans lequel surtout son écriture va nous amener à vivre une véritable expérience littéraire. Et c'est ça qui est magnifique avec cet auteur, c'est qu'il est absolument capable d'écrire quelque chose de simple, qui va être accessible à n'importe qui, de 7 à 77 ans, mais qui va nous évoquer à chacun des choses complètement différentes. C'est un homme qui quand même est capable de parler aux enfants du deuil, et ça c'est quand même quelque chose qu'on ne voit jamais dans les romans pour enfants. Et là, je trouve que dans La rivière à l'envers, le deuil est extrêmement présent, la question de la vie sur Terre, de la fin de la vie. Et être capable d'en parler avec autant de poésie aux enfants, c'est aussi dire que les enfants sont capables de comprendre ces choses-là. C'est beaucoup de choses, c'est comprendre ce que sont les joies simples, le désir de partir à l'aventure et surtout comprendre l'amour, mais dès son plus jeune âge. Donc c'est quelque chose qui vraiment, c'est une lecture qui vous changera. Moi, je vous le dis tout de suite, moi ça m'a changé personnellement. Mais je vais vous dire une chose par contre, c'est que moi ce livre-là, c'est un coup de cœur pour moi, parce que ça a été une magnifique découverte, certes, mais c'est aussi le coup de cœur de 126e d'un collège quelconque. Mais 120 élèves qui ont tous lu ce livre-là et qui ont dit « c'est beau ». Et ils ont accroché du coup quand tu leur as fait lire. Complètement accroché. C'est vraiment... Moi, j'ai accroché en tant qu'adulte, mais j'ai eu 120 élèves qui ont accroché, qui m'ont remercié. Et j'ai des élèves qui ont continué après la lecture de Mourleva. Bon, j'étais une femme... comblée. Parce que c'est vrai que c'est pas souvent quand t'es au collège que tu aimes lire ce que les profs te donnent. Exactement. Et moi je l'ai découvert comme ça. J'ai découvert dans l'école des profs. Bon ça, voilà. Mais on m'a dit tentez. Et j'avoue que ça a été génial. Ça a été une expérience géniale à étudier déjà parce que c'est trop beau. Et voilà. Donc si vous voulez vous laisser embarquer dans une belle aventure qui parle des choses tristes, en fait, qui parle vraiment de choses tristes, mais avec ce côté positif, merveilleusement positif, parce que chaque fait de la vie est beau, voilà. Et donc pour moi, Mourleva, c'est ça. Et alors je vous conseille aussi tous les livres de Mourleva, hein, bien sûr, avec en particulier le combat d'hiver, qui est peut-être un peu plus adulte et un peu plus dans le roman d'anticipation, qui est assez intéressant. Mais je vous conseille vraiment, c'est un auteur qui pour moi est en France, en tout cas, on n'a pas mieux. Voilà. Pas de pression pour les autres. Pas de pression pour les autres. Non mais c'est super parce que moi je sais que j'ai d'excellents souvenirs en tout cas de lecture au collège parce que j'avais des profs très très passionnés et c'est super en tout cas que si tu as réussi à fédérer tes élèves grâce à ce livre, surtout si c'est un livre qui est plutôt poétique. J'ai vu en me renseignant pour l'émission en fait que c'est un livre qui a aussi été adapté en pièce de théâtre. Oui.
et apparemment qui a eu énormément de succès. Et ça a l'air un peu... c'est un peu une espèce de quête du Graal, j'ai l'impression, ce livre. Alors, c'est une quête du Graal, c'est une quête existentielle, en fait. Hein. C'est parce que notre héros, il a 13 ans. Donc, on est sur la toute fin de l'enfance et le début de l'adolescence. Et on est sur un traitement de toute cette arrivée de l'âge adulte, petit à petit. Et on a ce héros qui va devenir adulte, qui part dans une quête... qui ma foi en plus est assez au demeurant elle est pas intéressante, en fait c'est le voyage qui est intéressant et c'est toujours ça qui est génial en fait, comme toujours dans le roman jeunesse au final, et toute l'histoire elle est centrée autour en fait de ce garçon qui va devenir adulte et qui va acquérir son statut finalement de garçon heureux. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on parle d'un enfant qui est malheureux, qui est pas content avec sa vie et qui va aller faire des découvertes sur ce qu'est la vie humaine. Et c'est rien que pour ça, je pense même en tant qu'adulte, ça va apporter des choses en fait, un calme, une sérénité, parce qu'en fait mon Leva est connu pour cette écriture très sereine et très 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 belle. Enfin, rien que pour voir quelqu'un qui sait écrire, faut lire. Et du coup, au niveau du genre, parce que est-ce que c'est c'est de la littérature jeunesse, mais est-ce que c'est teinté de fantastique ou c'est purement Alors pour moi, ce serait de l'introduction à la fantaisie. Ok. Entre guillemets. C'est-à-dire que si Tolkien avait su écrire pour les enfants, il aurait écrit ça. Ok. Oui, parce que clairement que Tolkien n'écrivait pas pour les enfants. Rappelons que le Hobbit était prévu pour les enfants, hein, et que bon, c'est pas facile. Et ça a bien marché. J'ai commencé en primaire et je n'ai jamais décroché de la fantaisie. Voilà. Tu as commencé par ce livre ? J'ai pas commencé par celui-là, mais c'est un de mes premiers bouquins que j'ai dévoré en primaire et je me suis laissé porter le long des pages et oui, je l'ai dévoré. C'est un gros coup de cœur pour moi aussi. On a un témoignage. Mais il a été un de ses élèves en fait. Oui, tout à fait. Parce que j'ai 48 ans. Je viens de casser vos fantasmes, je sais. En tout cas, c'est très très beau. Enfin, moi, j'adore ce genre d'histoire où en fait, il y a eu un coup de cœur commun en fait pour un livre et du coup, enfin mine de rien, ça devait être tellement agréable avec tes élèves du coup d'avoir ce point commun. Oui, en fait, ce qui a été génial, c'est qu'en fait, j'ai enfin eu un livre jeunesse qui ne prenait pas mes élèves pour des bébés. Oui. Et qui osait leur parler de certains... c'est vraiment un livre, encore une fois j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment un livre axé autour du deuil. Je sais pas ce qu'a vécu mon Leva à ce moment précis de son existence, mais je pense qu'il y a eu une perte dans sa vie, parce que c'est un livre qui parle énormément de ça, et mes élèves au contraire presque étaient très sereins. Enfin, c'était très intéressant d'entendre des élèves de 11 ans de parler de la mort. C'est bête à dire, hein, mais on est tout à fait capable de pouvoir interroger des enfants sur ce qu'ils en pensent, et ça fait évoluer son point de vue personnel en fait. Mais c'est hyper intéressant. Il y a quelques auteurs quand même qui explorent, je trouve, des thématiques assez dures. Moi je trouve que par exemple j'ai oublié le nom de l'auteur, c'est triste, mais de l'Histoire sans fin, qui est un roman magnifique. Je vais pleurer. Non mais voilà, comme pour ceux qui ont peut-être pas lu le roman, il y a eu 2 ou 3 adaptations en film qui ne suivent pas forcément le roman. Le premier film, qui est le plus proche finalement du roman, adapte la moitié en fait de l'intrigue, et c'est un roman à la base qui va parler justement d'un enfant qui a perdu sa mère et en fait qui part dans une quête en effet fantastique d'un monde qui est en train de disparaître, mais c'est un roman qui parle avant tout d'un enfant qui est en train de se reconstruire parce que sa mère lui manque en fait, et avec toute la fantaisie qu'il y a derrière. Et je trouve que par exemple t'en parlais, les Royaumes du Nord, ça aborde aussi ça aborde la sexualité, la puberté, la croyance en Dieu. Il y a énormément de thématiques qui sont difficiles et qui sont parfaitement abordées par les auteurs, et c'est vrai que en tout cas ça m'intéresse grandement. Je pense que j'irai lire ce livre. Moi je dirais que c'est beaucoup le talent et ne jamais oublier qu'en fait les enfants sont là pour nous permettre de revoir notre vision du monde. Ouais. Énormément. Et je crois que mon Leva, son talent, c'est de se mettre dans la tête d'un enfant. Et que c'est un grand enfant et que c'est trop beau de le lire. Voilà, lisez-le, c'est vachement bien. Oh. Ça donne envie en tout cas. Ouais, c'est clair. Je pense que tu as réussi à séduire à peu près tout le monde. J'en ai déjà séduit un, mais il n'a pas besoin de moi.
Du coup, je te propose qu'on passe à la suite avec toi. Du coup, Charlotte, tu avais envie de nous parler de quelque chose de beaucoup plus trashos, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai que c'est un peu trash. Alors, j'avais choisi de parler de la saga, enfin si on peut appeler ça une saga, je crois. La trilogie. La trilogie de Vernon Subutex. Alors, je me suis dit que dans ma tête, je disais Vernon. Mais peut-être qu'en fait on dit Vernon. Je crois que c'est Vernon. C'est peut-être Vernon, hein. Mais dans ma tête quand je lisais je disais Vernon. Donc si je dis Vernon, c'est pas Subutex. Alors, on va l'appeler Subutex. On peut l'appeler Subutex. Alors accessoirement, moi la première fois que j'ai lu Harry Potter, je disais Edwig. Ah bah oui, il y a des trucs comme ça. Et l'oncle Vernon, moi je l'appelais Vernon. Ah bah voilà. Donc, comme quoi, tu n'es pas seul. Quoi, merci. Je me sens rassurée. Beau, je peux commencer sereinement. Alors. Vernon Subutex, comme on veut, c'est donc un disquaire qui doit avoir dans les 40 ans, si je ne me trompe pas. Et en fait, au début du livre, on apprend qu'il est mis à la porte de son appartement parce qu'il a un ami qui s'appelle Alex Bleach, qui est décédé et qui était une grande star du monde du rock, qui l'aidait à payer son loyer. Et du coup, il peut plus payer son loyer. Donc ça part de là l'histoire. Et en fait, on va accompagner Vernon tout au long du livre, enfin du premier livre, puis ensuite des autres livres. Voilà, il va aller de toit en toit pour essayer de s'en sortir. Voilà. Donc en fait, au fil des chapitres, on va rencontrer plein de personnes de la vie de Vernon qui vont être décrites. Donc on va plonger dans la vie de ces personnages. Donc il y a beaucoup de personnages qui sont de tout type social, de tout avis, de tout bord politique. Donc ça dépeint vraiment la société. Et on le voit aller de maison en maison. Donc il essaye de contacter des anciennes connaissances. Et au final, ce qui arrive, c'est qu'il finit par devoir vivre dans la rue. Et il se fait aussi des amis SDF. Donc en fait, on voit vachement de pans de la société. Parce que toutes ces personnes ont leur petite histoire, puis ça se recoupe vachement entre elles, ces histoires. Ça se passe où ? Enfin, dans quel pays ? Ça se passe à Paris. Ah, ouais. Donc en fait, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est déjà peut-être qu'on peut être perdu par toutes ces histoires, ces personnages, mais moi j'ai beaucoup aimé qu'il y ait plusieurs petites histoires qui s'entrecoupent, tout en suivant la trame de la vie et du but de Vernon Subutex. J'ai aussi aimé que ça se passe à Paris, donc on se sent assez proche des lieux parce qu'on sait où ils se trouvent à tel moment, à tel endroit. Aussi parce que souvent, c'est vachement quand même dans le monde de la musique, vu que Vernon était un disquaire, et du coup, toutes ses connaissances, c'est quand même principalement des personnes du monde de la musique, donc il y a un producteur, enfin bref, plein de personnes un peu différentes dans le monde de la musique, qui font que c'est quand même une histoire dans ce monde-là, et qu'il y a plein de références musicales, et on apprend aussi à connaître les goûts un peu de chaque personnage en termes de musique. Donc on se sent vachement dans ce monde-là. Vachement investi. Voilà. J'ai aussi oublié de dire que la trame aussi, c'est que ce fameux Alex Bleach, son ami décédé, star de rock, avait laissé un enregistrement à Vernon avant de mourir, et qu'en fait tous les personnages se battent un peu pour récupérer ce précieux enregistrement. Donc voilà, c'est un peu la trame aussi. Et oui, donc c'est Virginie Despentes qui a écrit ce livre, je crois que je ne l'ai pas encore dit. Pas encore. Je viens de le dire. Et c'est vrai que c'est assez trash dans la façon d'être raconté, c'est assez dur parfois, c'est assez violent. Mais ça fait aussi la particularité du livre. Alors moi je connais pas exactement, j'avais jamais lu de livre de Virginie Despentes, mais j'ai vu une pièce de théâtre adaptée de l'un de ses livres qui s'appelle King Kong Theory, et qui était assez prenante, assez perturbante, enfin assez difficile, mais ça m'a pas étonnée vu le livre que j'avais lu avant et ce que j'en avais entendu parler. Mais tout ça pour dire que c'est quand même c'est assez trash comment elle parle des choses, mais elle parle des choses crûment. Et c'est aussi ce qui fait sa façon, son style, quoi. Oui. Ouais. King Kong Theory, rapidos, c'est quand même l'œuvre qui théorise le féminisme depuis les années 90. Hein. 90, en fait, beaucoup de ses œuvres tournent autour des années 90. Et d'ailleurs, Vernon Subutex, il me semble que ça se passe dans les années 90. Ouais, possible, je sais plus. Parce que je sais qu'il y a eu une adaptation. Ils ont changé l'époque pour que ça colle avec l'âge des acteurs. En fait, justement. Mais en effet, la plupart de ses écrits se passent dans ces années-là, et en fait, tu sens quelque chose de réel, même quand c'est des personnages fictifs, parce que elle a eu une sale vie, en fait. Hein. Elle a eu une sale vie, et c'est très annonciateur. Ses écrits sont extrêmement annonciateurs de la condition de la femme aujourd'hui en 2010, excusez-moi. Moi, je vis encore en 2000, mais c'est une femme qui a quand même, qui parle énormément de l'objectivation de la femme et de la manière dont de la relation au porno, au final. Et moi, c'est en lisant King Kong Theory que j'ai compris les implications du porno. Hein.
Donc à lire, hein, si vous ne l'avez pas lu, Vernon Subutex et King Kong Theory, allez-y, c'est trop bien. Ouais, vraiment super bien. Et du coup, toi, t'as lu les 3 tomes ou Ouais, juste j'ai le tome lu 1? les 3 tomes. Bon, là, je les ai lus peut-être il y a 1 ou 2 ans. Enfin, j'ai dû finir l'année dernière. Ouais. Et oui, donc comme tu disais, il y a une adaptation qui a été faite en série, mais j'ai pas pu la voir parce que c'est sur Canal+. Donc, bon. Après, j'ai lu un article comme quoi Virginie Despentes avait pas trop aimé l'adaptation. Bon, après, ça m'intéresserait quand même bien de la voir. Je sais que c'est Romain Duris qui joue le rôle de Vernon Subutex. J'étais un peu étonnée, mais bon, à voir quoi. Je sais pas si quelqu'un ici l'a vu. Ah non, on ne sponsorise que Netflix. Pas Canal+, malheureusement. Mais du coup, je m'interroge, le personnage de Vernon, en fait, c'est quoi un peu c'est quoi ce personnage en fait? C'est quoi son but un peu dans la vie? Bah lui, en fait, il est passionné de musique. Il se retrouve à la rue. En fait, il est très gentil, je trouve. Enfin, dis-moi je sais que tu l'as lu, si t'es d'accord avec moi. Il est très gentil. Il n'a pas envie d'embêter les gens, mais bon, bah, il faut quand même qu'il arrive à s'en sortir. Il se retrouve à la rue, mais en fait, il arrive à s'y faire. Il a aussi cette passion de la musique, donc il fédère un peu les gens autour de la musique. Et en fait, c'est ça le truc du livre, c'est qu'il va fédérer toutes ces personnes qu'il rencontre, parce que toutes ces personnes, elles essaient de l'aider. Et du coup, ils sont tous solidaires autour de lui et de tout ce qui leur arrive à ces personnes. Il y a une BO qui accompagne le livre ou pas? Je sais pas, mais en tout cas il y a toujours plein de titres et d'artistes qui sont cités, donc moi j'aimais beaucoup ce côté-là d'avoir enfin tu sais à peu près dans quelle ambiance Virginie Despentes se situait quand je me rappelle plus quel livre j'avais lu d'elle, mais enfin j'en ai lu 2 et je sais qu'à chaque fois elle est très très bien référencée en termes de musique. Elle va toujours te préciser à quel moment en fait une certaine musique va passer, et en général c'est bien d'écouter en même temps parce que ça te plonge vraiment dans l'ambiance. Des fois t'as pas très envie de te plonger dans l'ambiance parce que c'est franchement crade, mais ça rajoute un certain charme à la lecture. Oui, en fait, Virginie Despentes, c'est quand même beaucoup le mouvement punk gaucho des années 90. Ouais. Et c'est vrai qu'on retrouve énormément, enfin, moi je trouve dans Vernon Subutex, mais dans beaucoup de ses œuvres, hein, on retrouve énormément cette histoire des punks qui ont vieilli. Et donc de cette espèce de chaleur humaine, ouais, il y a vraiment de ça en fait au final. Et c'est un beau portrait de la jeunesse qui a vieilli et qui sont aujourd'hui, pour beaucoup, nos parents. Enfin, pas les miens, mais peut-être les vôtres, ouais. Peut-être le tien, toi qui écoutes. C'est vrai. Mais du coup, toi, ça en fait un coup de cœur parce que je sais que tu aimes beaucoup lire des choses qui sont en rapport avec la musique. Est-ce que tu as été attiré d'abord par ça ou parce que tu n'avais jamais lu de livre de cet auteur-là? Bah non, j'avoue que je connaissais même pas trop l'auteur. Donc en fait, justement, je suis abonnée à un magazine de musique et ils avaient fait une sélection pour l'été de livres justement en rapport avec la musique, donc c'était super, ça m'a vachement plu et je me suis dit tiens, ça devrait me plaire, et c'est comme ça que j'ai connu, mais j'avoue que je connaissais pas par l'auteur et par son style à elle en particulier. Donc c'est un magazine qui t'a recommandé du coup la lecture? Voilà, mais un magazine spécialisé en musique, de rock, et elle c'est quand même le punk, le rock, et du coup ça collait bien et j'avais bien envie de me plonger dans cet univers-là, et ça m'a vachement plu dans l'ambiance du livre, quoi. Enfin, même si c'est un peu violent et dur, mais c'était intéressant. Donc c'est bien. Pour l'instant, on a du coup de cœur parce qu'on aime des enquêtes. On a des profs de français qui font des recommandations en 6e. Et on a des gens qui suivent les recommandations des magazines. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je vous propose qu'on passe à toi, Pierre. Et toi, tu as choisi comme coup de cœur donc Cavalier Vert de Kristen Brittain. Donc oui, alors moi, je suis pas le lecteur qui va essayer de lire dans les magazines pour savoir quoi lire. Je considère que j'ai beaucoup trop à lire déjà. Voilà, j'ai une to-do list qui dépasse tout ce que je peux, mais je suis un grand faible. Quand je vois un livre en tête de gondole, en général je me laisse un peu accrocher. Je fais beaucoup ça aussi. Voilà, c'est une très mauvaise habitude, il faut arrêter. Surtout pour le porte-monnaie. Hein. Oui, alors pour ça, et puis ça fait des piles à côté du lit, il peut y avoir des effondrements, c'est très compliqué. Donc, Cavalier Vert, c'est l'histoire de Carrigan Gladéon. Alors, pareil, la première fois que je l'ai prononcé dans ma tête, je ne l'ai pas du tout prononcé de la manière dont c'est écrit. Tu l'as appelé Carrigan ? Non, j'ai prononcé Galdéon et parce que le G apostrophe, voilà. Et je ne sais pas pourquoi, c'est passant. Donc je risque encore une fois de me mélanger un petit peu les pinceaux. Donc c'est une jeune roturière qui est exclue de son école pour avoir battu en duel le fils d'un noble, parce que c'est pas parce qu'on est une jeune femme dans une école pour noble. Bon alors on a un père qui est un
peu bourge, parce que c'est un bon marchand de tapis et d'étoffes qui s'en sort bien, mais voilà, c'est une toute petite bourgeoisie naissante qui se laisse pas compter, qui décide que il y a un jeune freluquet qui l'embête, alors elle va le provoquer en duel et lui régler son compte. Donc fuck les nobles. C'est Une femme d'honneur. alors c'est un peu ça, c'est pas une question de lutte contre Corinne Touzet, la bien sûr. noblesse en particulier, mais c'est C'est juste cet individu-là en particulier. non, c'est juste de pas se laisser intimider, peu Ok. importe. Après tout, ce sont des enfants, ils n'ont pas à interférer dans les luttes de pouvoir. Enfin, voilà, et après avoir été sermonnée justement pour l'outrage qu'elle a fait subir au jeune malotru, elle décide de fuir pour aller rejoindre son père dans une ville à quelques jours de voyage, pour le prévenir de ce qui s'est passé et pour éviter qu'il ne la prenne d'un autre moyen. En chemin, elle rencontre on va dire un cavalier en détresse. Il a juste 2 flèches noires qui dépassent du dos. Donc Ah oui, Boromir, ouais, je connais. c'est un peu ça. Qui, avant de décéder, a juste le temps de lui faire promettre de livrer un message au roi. Il faut pas qu'elle le lise, mais c'est juste le petit détail. Et ce cavalier, vu le nom du bouquin, est habillé en vert. Et oui. Tintintin. C'est Link. C'est pas loin d'être ça. Alors effectivement, ils ont des épées sympas. Il y a un peu de magie, mais il n'y a pas de barre de mana, enfin pas que je sache. Puis si c'était Link, Je il suis pourrait pas déçu. lui parler, donc C'est vrai. il reste muet, Link, il n'aurait pas pu lui faire promettre quelque chose. C'est ça. Parfois, il queen. Alors, Désolée. les cavaliers verts, ils ont des petits outils rigolos, des petits artefacts. Ils ont une broche qui a un pouvoir spécial. Chaque broche est unique. Elle n'est reconnaissable que par les cavaliers et par les personnes que la broche reconnaît. Et l'héroïne a comme pouvoir l'invisibilité. Oh. C'est très pratique quand on est poursuivi. Ça a pas très bien marché apparemment parce qu'il s'est quand même pris 2 flèches. Peut-être que lui n'était pas assez doué. Ah. Alors ça tombe bien, il y a 6 tomes pour le moment pour le découvrir. Et, là, je ne vais parler que du tome 1. J'avoue, j'ai le tome 6 qui est sur ma pile. En achat compulsif. Au milieu. Non, alors j'essaie d'attendre que les séries soient terminées pour les commencer. Pour le prochain livre, on verra que ça marche pas. Et mes Cavaliers Verts, c'est un des livres que j'achète parce que c'est très léger. C'est vraiment, il n'y a pas de réflexion sur la mort. Il y a des réflexions sur le devoir, sur les sentiments amoureux, est-ce qu'il faut forcément en céder à ses passions. Il y a des animaux qui sont intelligents, qui ont une personnalité, qui sont traités avec respect. Non, si, c'est un livre où on a des elfes qui sont pas hautains. Non, ça mais change. alors Ça change. ils sont un peu réservés parce que ils ont été un petit peu massacrés, voilà. Mais ils sont pas hautains. On a 2 vieilles filles d'un savant fou, mais qui sont très aimables, très gentilles. Tout va bien. On a des super guerriers, gardes du corps, mais à l'éthique irréprochable. Jusqu'ici, la checklist c'est plutôt sympa. Ouais. C'est plutôt sympa. Ah, c'est de la haute fantasy. Hein. Ok. Mais il y a des méchants à un moment où il y a des gens qui sont pas bien. Justement, puisque c'est de la haute fantasy, on a un méchant bien manichéen, Moravon l'Obscur. Donc là, c'est la barrière infranchissable entre les terres immaculées et le bordel sans nom. Plus ou moins, voilà. Il y a un mur, le mur d'Hyères, bâti par le clan des Dyères. Pardon, il a oui. été bâti quand, hier ou aujourd'hui? Eh ben, J'allais faire la blague. Justement, il a été bâti il y a très longtemps. Et les mentales. C'était hier en fait. Ouais, c'était très avant-hier du coup. ouais. Ouais, Le ouais. problème, c'est que les humains ont un peu oublié comment ça fonctionne la magie. Bah, c'est comme ça se passe quand il n'y a pas de transmission de savoir. Non, c'est plutôt que quand il y a un usage maladroit, voire mauvais d'une technologie, les gens commencent à en avoir peur Mhm. et du coup la bannissent. Mais une technologie, c'est ni bon ni mauvais.
Une épée, en soi, c'est pas mauvais. Mhm. Et donc là, seulement les méchants ont gardé l'usage de la magie, les gentils ont oublié. Et... C'est la merde. Et voilà. Pensez à ça la prochaine fois que vous utilisez votre smartphone. Hein C'est ça, c'est Twitter, hein, puis bientôt il n'y aura plus que les méchants. Et Instagram. Hein. Donc Ouais, du tout coup, ça, là, tout on ça. a notre héroïne qui doit transmettre un message au roi. Oui, Et le royaume est, est menacé par un méchant derrière le mur. voilà. Ok. Ah, pardon, c'est vrai. Ça, c'était Alors, l'épisode précédent. Le méchant est vachement plus badass quand même. Ah. C'est-à-dire que... Ça parle mal. Déjà, il s'appelle l'Obscur quand même. Donc, Oui, ça met le niveau. pour le tuer, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Mais je ne le spoilerai pas. Bah déjà, ça veut dire qu'au bout du 5e tome, il est pas mort. C'est une vieille carne, hein, quand même. Ou alors il peut revenir. Ah. C'est Fantomas. C'est l'avantage de la magie. L'auteur, Kristen Britain, donc c'est une auteure de fantasy qui a commencé par des études de cinéma, puis qui ensuite, puisque le cinéma ça n'a pas marché. trop, voilà. Mhm. Elle est devenue garde forestier et elle s'est dit garde forestier à cheval, c'est cool. Et puis je vis des trucs super sympas dans la forêt. Si je les racontais. C'est génial. Et du coup, ça donne des bouquins qui sont très sympas. En fait, je reproche un gros truc à Tolkien, c'est la narration qui est lourde. C'est de très très bons jeux de rôle, mais à lire. Enfin voilà. Bah, c'est écrit comme comme un historien en fait, donc c'est un peu compliqué. Alors non, je me permets, prof de français, bonsoir. Je rappelle que Tolkien était un spécialiste de la littérature médiévale et donc le type est arrivé, il s'est dit tiens, je vais écrire un roman médiéval avec des nouvelles races et tout. Il s'est inspiré donc de la littérature de la fin du 12e jusqu'au début du 15e siècle et je ne vous cache pas qu'en tant que spécialiste de l'ancien français, c'est particulièrement ennuyeux. Voilà, c'est pas sa faute. Il était passionné d'ancien français comme nous tous. Enfin, vous ne le savez pas encore, mais comme nous tous. Et le pauvre garçon, rien n'avait encore été fait. Mais c'est vrai qu'à lire. Mais par contre, vous avez une nouvelle traduction qui est sortie Qui est très bien meilleure. récemment, qui est absolument excellente. Alors les tomes coûtent beaucoup plus cher, mais la traduction est parfaite. Je vous conseille à relire la nouvelle traduction. Je ne sais plus chez qui c'est. Par contre, J'ai complètement oublié. oui, vous trouverez, vous irez qu'à la Fnac. Hein. Voilà. Donc en tout cas, là, on est plutôt dans un style très frais et donc empreint de réalité puisque elle se balade beaucoup dans la forêt en étant garde forestière. Alors oui, il y a beaucoup de réalité, beaucoup de soins qui est apporté aux balades, un petit peu. L'univers est très très travaillé. Bon, par contre, on est sur de la haute fantasy, il y a beaucoup de merveilleux, c'est très très loin du monde réel. C'est aussi ce que j'apprécie. C'est vraiment une porte ouverte et Tout est possible. Voilà, on oublie tous les problèmes, on s'évade. On a des personnages qui sont très attachants. Kerrigan fait des erreurs. Elle est spontanée, elle pose des questions. C'est assez rare de voir un personnage assez jeune dans un roman qui ose poser des questions, qui questionne son monde. Surtout dans la haute fantasy, justement, où les héros sont parfois un peu trop parfaits. Pour les fans de Reflets d'acide, voilà. Ce n'est pas très radiophonique, mais on a quelques fans autour de la table basse. Voilà. Donc je vous renvoie à l'épisode 13 à 30 minutes 40, quand... oui, c'est très alors précis. là, je ne sais plus. C'est très précis. C'est l'invocation du palefroid, qui s'appelle officiellement Grand Dadin, mais que nous avons tous entendu, je pense, Grand Dada. Et je l'ai également entendu Grand Dada. Et Kerrigan baptise sobrement le destrier du cavalier défunt Cheval, avec un C majuscule. Parce que, à défaut de mieux, ça lui va bien. Alors, il a un vrai nom, il a un vrai caractère, et vous le découvrirez par la suite. Mais il s'appelle quand même Cheval pendant 2 tiers du bouquin. J'ai très envie de le lire, maintenant. Et du Juste coup, pour Cheval. toi, ça en a fait. C'est un coup de cœur parce que tu aimes l'univers forestier, tu aimes la fantaisie, tu aimes la manière dont c'est raconté. Alors moi j'aime la fantasy, j'aime les livres assez légers. Je considère qu'il y a suffisamment de choses qui vont pas dans le monde réel et que du coup s'il y a moyen d'éclater toutes les portes, les fenêtres et de s'évader, foncez. Ne lis pas Virginie Despentes. Ah, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas lire. Alors j'arrive facilement à lire quelque chose quand c'est imposé, quand on me le recommande, mais il m'est arrivé certaines bricoles. Je vous conseille pas les Rois Dragons si vous aimez quelque chose de très léger. C'est vendu à l'intérieur de ma première de
couverture comme un ouvrage proche de Game of Thrones, mais je n'ai pas lu l'intérieur de la première couverture. J'ai lu la première page et demie qui parle d'une escapade romantique à dos de dragon. Je me suis dit, oh, quelle belle œuvre, je l'achète. J'aurais dû terminer ma phrase. La fin de la phrase, c'est l'homme qui tabasse à mort sa compagne avant de la balancer dans le vide. Et tout le reste du bouquin, c'est-à-dire 1250 pages, est basé sur cette phrase-là. Est-ce qu'elle l'avait pas un peu cherché ? Non. Alors, ça se voit que t'es fan de Xavier Dupont de Ligonnès. Hein. Si elle n'avait pas sorti le dragon aussi, c'était le C'est-à-dire que dans Game of Thrones, il y a des personnages qui sont plus ou moins bons. Dans Les Rois Dragons, pas un seul. Il n'y a personne à récupérer. Non. Okay. Il y a des dragons. Mais alors, moi, je trouve ça très bien. Hein, mais c'est sûr que si on y va pour Cuicui les petits oiseaux, c'est foutu. Hein, voilà. J'ai souffert. Oui, je comprends. Et bah écoute, sur ces beaux mots, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. N'hésitez pas à réagir à l'épisode. Vous pouvez bien évidemment laisser vos commentaires sur le site de radiokawa.com sous l'épisode ou nous écrire sur Twitter à @allocentral avec un En attendant, je vous laisse profiter avec une chanson de circonstance, Whatever You Imagine, sortie en 90 du film The Page Master, ou plus communément appelé Richard et le livre magique. À tout de suite. J'attends. Dreams to awaken, roads to be taken. Follow them and they will set you free. Whatever you imagine is where your heart can go. There are worlds filled with treasure, time without measure, to learn what that's just what can happen if you look inside your mind. There's no limit to the wonders you can find. Whatever you imagine can make your life brand new. There are so keep concentrating, and I promise you that if you do, whatever you imagine can come true. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa ?
et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce, rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. Écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est @radiokawa, RADIOKAWA. Et sur Facebook, c'est facebook.com/radiokawacom, comme radiokawa.com sans le point, RADIOKAWACOM. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications. De retour dans ce 104e épisode d'Allo Central dédié au coup de cœur littéraire, je vous propose, chers auditeurs, de repartir dans un nouveau tour de table avec notre favori, évidemment, comme toujours, Meuret. Vous avez entendu, je suis le favori. Donc c'est dégueulasse. Un peu de respect. J'ai trop de seum. Donc toi, Meuret, tu voulais nous reparler d'un livre, donc un autre coup de cœur qui s'appelle Invasion. Alors, c'est le titre du premier tome, Invasion. Encore une saga. C'est une saga, mais il n'y a que 3 livres. Donc, sachant que le 3e n'est pas encore sorti en France. La saga s'appelle La Longue Track de D. Nolan Clark. Je vais parler un peu de comment j'ai découvert ça. En fait, D. Nolan Clark s'appelle en réalité David Wellington. C'est un auteur que j'aime énormément, qui est un petit auteur qui se vend pas tant que ça aux États-Unis, mais qui fait ses livres. En fait, je l'ai découvert à une époque où j'étais dans ma période zombie. Et en fait, je l'ai découvert là. Il avait sorti des livres alors qui ont été traduits en français, qui s'appelait Zombie Nation, Zombie Planète. Oui. Zombie Nation, je connais, ouais. Je crois. J'ai plus le titre français exact, donc je dis peut-être une bêtise. Zombie Nation, il n'y a pas tout juste une adaptation qui vient de se faire en série? Alors non, c'est pas Zombie Nation. C'est peut-être pas la même chose. Ah bon, ouais. Voilà. Ou en gros, moi ce que j'aimais bien chez lui, c'est qu'il a commencé par les zombies, après il a fait les vampires, après il a fait les loups-garous. Et on appelle ça un adolescent. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il trouve toujours le moyen de rajouter quelque chose, une nouveauté au genre. Par exemple, les zombies, il imagine, alors il part sur le principe que quand on devient zombie, c'est que notre cerveau s'éteint pendant un certain temps, il est privé d'oxygène. Mais qu'est-ce qui se passerait si en fait on le mettait sous respirateur le temps de la mort? Donc il aurait quand même de l'oxygène, puis la personne devient zombie après. Est-ce que ça change les choses? Voilà, il a toujours une manière de rajouter quelque chose à un élément qu'on connaît tous. Et il a décidé de partir sur de la science-fiction. Donc voilà, il y a la Longue Track qui a débarqué. Moi alors comme je l'aime beaucoup, j'ai tendance à le lire en anglais d'abord. Et puis je me suis rendu compte que ces livres ont été traduits. C'est cool. Parce que notamment alors il a écrit 5 bouquins sur des vampires. Le 5e tome n'a jamais été traduit en français. J'aime beaucoup. Alors j'ai tous les bouquins dans ma bibliothèque, sauf le 5e. Et je déteste les gens qui font ça. Enfin bon. Mais sinon, tu n'as qu'à demander à ta femme de le lire, puisqu'elle lit très bien l'anglais. Oui, non, mais je les lis en anglais, mais le problème c'est qu'en fait j'ai les 4 premiers tomes en français, et le 5e n'a jamais été traduit. Donc ce n'est pas la même édition. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais même pas d'édition du tout, il a jamais été fini en français. Donc j'ai lu les bouquins en anglais moi de toute façon, mais comme c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'aime bien racheter le bouquin, le bouquin en français. Donc là c'est de la science-fiction pure. On est dans un univers où donc dans quelques centaines d'années, la Terre a décidé de partir dans l'espace. Il y a eu beaucoup de guerres, notamment. Donc en gros il y a la Terre et il y a tout un tas de corporations qui ont pris un peu possession de l'espace, qui se font la guerre les unes aux autres par des petites armées privées. La Terre de temps en temps, quand elle voit qu'une corporation prend un peu trop le dessus, elle envoie ses troupes pour équilibrer un peu le tout. Et on suit alors un personnage principal qui s'appelle Alistair Lanoé, qui est en gros un ancien pilote de l'armée, qui est un peu une star. En gros, c'est un des rares mecs qui a vécu les plus grandes guerres et qui a survécu, et qui a 200-300 ans, puisqu'on a quand même quelques technologies qui permettent un peu de vivre un peu plus longtemps. On a aussi des technologies qui permettent de changer de corps avec quelqu'un, ce qui est pratique pour les gens. Alors faut accepter. Comme dans Altered Carbone. Voilà, mais en mieux. Enfin en mieux que la série, si j'ai bien compris, parce que je l'ai pas vu, mais je me souviens de l'épisode. On en disait pas très bien, pas beaucoup de bien, je crois. Ça va. Bon. Et donc qui permet de changer de corps, alors avec l'accord des deux parties bien évidemment. Et donc ce personnage là qui a un peu pris sa retraite, qui se retrouve un peu garde du corps privé d'un jeune en fait qui est un clone.
Donc c'est-à-dire que c'est un clone, il a pour seul but dans la vie de un jour mourir pour que le vrai propriétaire du corps puisse prendre sa place. Le petit vieux, quand il va sentir que son corps va lâcher, il va changer de corps et voilà. Sauf que le gamin a décidé de changer, de pas être d'accord avec tout ça et décide de se barrer. Et en plus de ça, il tombe sur une petite prêtresse qui arrive, qui veut demander de l'aide du gouvernement parce que sa planète est sur le point d'être attaquée par une menace inconnue. Et il va y aller et on va essayer d'en apprendre plus sur cette menace qui semble ne pas être une menace ni humaine ni extraterrestre, on ne sait pas trop, est-ce que c'est pas même des robots, chose qui surprend beaucoup de monde parce que les robots sont, tout ce qui est intelligence artificielle est interdit depuis un certain incident qui s'est passé quelques siècles plus tôt. Et Tintin. Et en fait on va se retrouver donc dans le premier tome sur un côté très les 7 mercenaires, c'est-à-dire qu'il y a une menace, personne répond, la Terre répond pas, les corporations n'ont rien à faire parce que c'est une planète un peu lambda avec juste du désert et peut-être une mine ou deux, et il va réussir à recruter 2-3 anciens camarades, une ancienne amoureuse, un pilote qui se retrouve un peu en relais de force alors que c'est juste un mercenaire de base qui est un très bon pilote mais juste un gros con, et donc ces 7-8 personnages vont essayer de protéger cette planète qui demande juste à survivre, tout simplement, face à une menace qui est extrêmement nombreuse. On parle de milliers de vaisseaux qui pourraient arriver soudainement. Du coup, ils sont genre 5 contre une armée. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Sachant que dans les 5-8, il y en a 4 qui savent piloter. Et ils n'ont pas forcément les meilleurs vaisseaux de la Fédération. Voilà, ils sont quand même très mal partis. Et courageux, voilà. Et donc ça, c'est le premier tome. Puis il y a alors deuxième tome que j'ai lu, le troisième, du coup comme j'ai vu que c'était traduit en français, je me suis dit que j'allais attendre le troisième tome en français, une traduction qui est plutôt bonne, parce que du coup le premier tome, comme je savais pas que c'était traduit, je l'avais lu en anglais. Le deuxième tome, j'ai vu que c'était traduit, je l'ai lu en français. Et c'est de la plutôt bonne, c'est de bonne facture, comme on dit. Est-ce que tu l'as lu en espéranto, parce que c'était excellent. Non, je l'ai pas lu en espéranto. Je suis déçue. Mais je songe à la version allemande, mais il faut que je me mette à l'allemand avant. C'est dommage. c'est rude. Ça risque d'être un peu difficile, mais on y croit. Et donc la sortie du 3e tome est prévue pour quand ? Pour une date indéterminée, mais pour une date prévue. Il y a marqué clairement, ça va arriver. Voilà, ça va bientôt arriver. Elle est prévue à la même date que le dernier tome de Game of Thrones. Jamais. Non, c'est pas vrai parce qu'il a déjà été écrit pour le coup le 3e tome. Il existe en anglais. Ah oui, il existe déjà en anglais. Qu'est-ce que tu critiques le mec Game of Thrones, il finira jamais ses livres, on le sait. Il risque de mourir avant. Et il a toujours dit... Attendez, il a que 68 ans. Il a fait 3 Il a le même âge que mon papa. Mais non, il a pas 68 ans. Il a au moins 99 ans, ce mec. Mais vous foutez pas de ma gueule, il est de 48, mon père est de 48. Oh, mais il a l'air si vieux. Oui, mais parce qu'il a un genre de vie qui est nul. Ça, c'est pas la question. Il porte des casquettes de pêcheur. Oui, mais pour cacher sa calvitie, ça. Et c'est, comment ça s'appelle, les trucs qui tombent sur tes épaules quand tu te laves pas les cheveux. Pellicules. Les pellicules. Voilà. Mais le pauvre garçon, soyez sympa, il est pas encore mort, merde. D'accord. Mais là, au moins, le 3e tome donc, est sorti en anglais. Le tome existe. Okay. Donc, si jamais il n'y a pas de traduction française, je le lirai en anglais. Et je serai pas content parce que ma bibliothèque aura encore une édition pas finie. Et ça va m'énerver très fort. Ah bah oui, Problème d'obsessionnel.com. Un tout petit peu. Et du coup, toi, tu connaissais déjà l'auteur, donc tu avais déjà lu plusieurs de ses livres. Ouais. Non, en fait, c'est marrant parce que lui, il a commencé sur Internet. En fait, il publiait ses livres chapitre par chapitre gratuitement. Et puis, comme ça marchait plutôt bien, il s'est dit on va peut-être essayer de se faire éditer et de gagner un peu de sous quand même. Okay. Donc, il a commencé par les zombies, il est passé aux vampires, aux loups-garous. Il a écrit quelques histoires un peu plus courtes, vraiment pour Internet. Et là, il a réécrit une histoire de zombies qui s'est plutôt bien vendue, qui s'appelait Positif. Vous avez peut-être déjà vu à la Fnac ou dans votre crèmerie habituelle. Et là, il est passé à de la science-fiction et c'est toujours aussi plaisant. En fait, ce qui est bien, c'est que alors ça va pas forcément hyper loin non plus, mais c'est facile à lire, c'est pas prise de tête. On n'a pas des descriptions sur 50 pages. Voilà, on sait où on arrive à visualiser ce qui se passe. Alors moi, je comprends pas parce qu'il n'y a pas de serial killer et du coup, tu aimes quand même ce livre. Il y a des morts. Ah bon voilà, on retrouve ses écuries. Non, du coup toi, ce qui te plaît, c'est le style d'écriture de l'auteur. C'est le style d'écriture de l'auteur, c'est l'auteur en général. Enfin, j'ai jamais été déçu par ses bouquins pour l'instant. Donc c'est vrai que quand je commence à apprécier un auteur, j'ai tendance dès qu'il y a quelque chose qui sort à y aller. C'est comme moi et mon Stephen King, c'est ta lecture facile. Voilà, c'est ça. Alors j'en profite pour te conseiller John Scalzi, je sais pas si tu connais, Le vieil homme et la guerre, que je conseille aux auditeurs aussi, qui est dans la même lignée SF de ce dont tu parles au final, et pareil, de ce dont tu parles, je pense que ça te plaira. Essaye, c'est à la Fnac. Voilà.
Très c'est bien. accessible. Essayez, c'est bien. C'est bien parce qu'à la fin de cette émission, j'aurais pas du tout 150 livres à lire. C'est ça. Voilà. Je peux te le prêter. Oui, mais c'est plus une histoire de j'ai pas Par le temps. contre, à vous, je peux pas vous le prêter, mais à lui, je peux. Parce que je suis le favori, souvenez-vous. Voilà, c'est le préféré. Jaloux. Hein, Tu vois, voilà. je vais te faire un pins. Un pins, le favori. Bah c'est bien Maud, tu vas garder la parole parce qu'on va parler J'aime la parole. de toi, ton coup de cœur. Toi tu voulais nous parler de Déraciné de Naomi Novik. Oui, tout à fait. J'en profite pour faire ma blague littéraire. Hein. Déraciné, ça n'a rien contre Jean Racine. Voilà, on comprendra qui pourra, ou ne comprendra pas d'ailleurs, c'est pas plus mal. Alors, Naomi Novik, que dire sur cette auteure? Elle vient du jeu vidéo. Et ouais, elle est née en 73. Oui, je vous dis exactement ce qui était à l'arrière du livre. Mais bref, je connais absolument rien de cette auteure, si ce n'est qu'apparemment elle a écrit un truc assez connu, mais bon, voilà, ça m'intéresse pas particulièrement. La seule chose que j'ai compris avec Déraciné, c'est que c'est tout ce que je voulais dans The Witcher, le livre. Parce que moi j'étais fan des jeux vidéo, j'ai trouvé ça génial, et quand j'ai appris que c'était un auteur polonais, moi qui ai à peu près 2 millièmes de sang polonais, je me suis dit ouais très bien, un mec de chez moi. J'ai lu et c'était une déception totale. J'ai cru que j'allais me tuer tellement c'était mal écrit ou mal traduit. Tu peux plus peut-être précisément. resituer juste The Witcher parce que pour quelques personnes pardon. qui connaissent pas très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas The Witcher, qui vivaient dans une cave ces Charlotte, par dernières exemple. années. Alors The Witcher, c'est l'histoire d'un type aux cheveux blancs particulièrement sexy, même dans le jeu vidéo, et je pense qu'il sera sexy dans la série aussi. Non. Je sais pas pourquoi. C'est Quelque Superman chose en me lui dit. qui fait The Witcher. Je suis déçue. Ouais, bah oui, tu l'as pas vu l'image. Alors Regarde moi l'image. je voulais que ce soit le type qui Matt comment Mikkelsen. Oui. Comme tout le monde, et ils ont préféré prendre Henry Cavill. Parce que je vis parce pour que c'est Matt plus vendeur. Mikkelsen en fait. Et donc ça résume pas toujours l'histoire. Ouais, alors bon bah c'est l'histoire d'un type qui est vieux et qui est beaucoup plus vieux que les autres, enfin c'est-à-dire qui vit longtemps et qui tue des bêtes féroces de manière particulièrement violente, tout en je sais pas qu'est-ce que je peux dire, il y a beaucoup de cul, vraiment beaucoup. Oui, vas-y dis-nous. C'est un chasseur de monstres mercenaire. Et petit point actu, il est annoncé à l'I3, il va sortir sur Switch. Ouh. Donc là Bon. du coup, toi le roman que Oui, tu vas, alors dont tu voilà, vas nous pour parler- revenir sur le roman dont je parlais, donc Naomi Novik, c'est à peu près cet univers un peu de nordique, donc avec cette espèce de mythologie nordique fantasmée, un peu chouettos. Dans l'idée, donc, on a une héroïne qui va se faire enlever par un espèce de mage, on sait pas trop, et on sait même pas vraiment s'il maîtrise la magie ou si simplement il a complètement compris la technologie contrairement au reste de la population du pays. Tout ce qu'on sait, c'est que une fois par an, il va chercher des filles dans les petits villages reculés, qu'il en choisit une et qu'elle va avec lui. Alors c'est peut-être pas une fois par an, c'est peut-être une fois tous les 10 ans. Bref, qu'elle va, vient ouais. avec lui. Elle croit que bon, elle va être prise parce qu'elle est sexy, etc. Ce qu'elle n'est pas du tout dans la réalité. Mais en fait, c'est simplement parce qu'elle a des capacités. Et toute l'histoire de ce roman va être autour de justement ce personnage féminin qui est vachement chouette parce que au final, elle est pas douée dans la vie. Elle est pas douée pour ce pourquoi elle a un don. Elle est pas féminine. Elle est complètement maladroite. Enfin bref, moi je me suis sentie très proche de ce personnage, je ne vous le cache pas. Et vraiment, elle est un peu nulle. Sauf que par contre, elle a énormément de courage. Et c'est un personnage féminin fort. C'est un vrai personnage féminin fort. Elle est pas là pour faire genre oui, je suis une fille, je me pose des questions. Non, voilà. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans ce bouquin. Enfin, il y en a une très rapidement, mais en fait, c'en est pas une. Et surtout, ce que j'aime aussi dans ce roman, c'est que c'est une fable écologique. Ça parle de fantaisie, mais aussi du traitement de la nature. Qu'est-ce qu'on fait de la nature? Voilà. C'est un roman qui se lit extrêmement vite. Encore une fois, je crois que moi, j'ai terminé en une après-midi. Enfin, vraiment, j'étais happée dans cette histoire que j'ai trouvé vraiment chouette. Il y a une espèce de mélange, on saurait pas dire l'époque, et ça c'est chouette aussi. On n'arrive pas à se placer très clairement dans cette histoire, on est juste dans l'histoire. Il y a une histoire de forêt, de nature, voilà, moi ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit ah ouais c'est chouette. Et puis j'aimais bien la manière dont le personnage féminin avait du répondant et disait merde à la société de son époque, et c'est chouette. Lisez-le parce que voilà, c'est jeune, c'est frais. J'ai l'impression d'être dans Marie-Claire. mais vraiment voilà, ça se lit très très bien. C'est pas vraiment prise de tête, c'est un côté très jeu vidéo, on sent que la nana elle a été scénariste avant
Et vraiment, si vous aviez envie d'un The Witcher avec une femme qui a des couilles, bah allez-y, quoi. C'est ça. Tu sais dans quoi elle a écrit niveau jeu vidéo ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Naomi Novik, à mon sens, pour moi, elle était dans le seul bon studio polonais. C'est des Project Red. Bah, ceux de Witcher. Merci, c'est des projets. Ceux de The Witcher. C'est tout à fait possible. Donc du coup, ça tu me l'as raconté en off, mais est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu as découvert ce livre? Oui, pardon. Alors ce livre a une particularité qui est géniale. Il a une super belle couverture. Voilà. Et alors je pense que tous les gens autour de cette table basse peuvent le dire. Elle a vraiment, la couverture est cool. Le graphiste a bien bossé. Et moi un jour je me balade à la Fnac, louloulou, la vie de base quoi. Et je me dis oh comment c'est joli. Et donc je lis l'arrière et je me dis oh mais ça a l'air trop bien. Alors je montre ça à mon mec qui me dit mais ça a l'air complètement nul mais c'est joli. Et tout le monde m'a dit mais en fait t'es complètement con Maud, ça a l'air nul et tout mais c'est joli. Alors moi je me bats aussi depuis le début en disant oui d'accord il y a une belle couverture mais c'est aussi bien. Voilà donc ça motive aussi à se dire si jamais vous voulez devenir auteur, prenez une belle couverture, ça va attirer les gens. Payer des graphistes. C'est un métier. Et bien surtout. J'ai un petit livre à te conseiller si tu aimes les personnages féminins relativement forts et qui sont très très maladroits et très très pas doués. C'est La fille de Braise et de Ronce de Ray Carson. Je ne connais pas pour une fois. Eh bien c'est excellent. Très bien, je note. Merci beaucoup. Et du coup, dans ce livre, finalement, c'est pas resitué, il n'y a pas d'époque spécifique, mais finalement, c'est la nature qui reste intemporelle. Il n'y a pas besoin de repréciser si c'est du médiéval ou si c'est du moderne. Bah, en fait, il y a une forte place de la nature, mais en fait, c'est de la nature en danger. Donc, on pourrait presque se dire que c'est un peu notre époque. C'est une fable moderne aussi, hein, énormément. Mais par contre, c'est vrai qu'à situer, c'est extrêmement difficile. On ne sait pas si on est dans du moitié steampunk, moitié machiniste. Pour ceux qui ont lu Christelle Dabos, ça pourrait presque faire penser un peu à Christelle Dabos. C'est difficile à placer. C'est à la fois médiéval et à la fois technologique. C'est pour ça que ça me fait penser à The Witcher. C'est-à-dire que très clairement, il y a les sorciers qui sont très en avance sur leur temps. Mais après, oui, ce qui compte en fait au final, c'est le rapport à la nature et défendre cette nature-là. Et ce personnage-là, de toute façon, il est proche de la nature. Mais c'est marrant parce que, en tout cas, le résumé que tu en fais, parce que j'ai lu un peu, pour préparer l'émission, du coup, le résumé de l'histoire, et en fait, le personnage du mage, dans le résumé que j'ai lu, alors peut-être que c'est des bullshit, je ne sais pas, il s'appelait Dragon. Oui. Et moi, du coup, j'étais persuadée que c'était un peu comme dans le Hobbit, c'était un dragon, en fait, que c'était pas une personne. En fait, je pense que c'est laissé dans le résumé comme ça, parce qu'on se dit... Moi aussi, je crois que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit « Ah, c'est une sorte de dragon et tout !» Je me suis dit « Pourquoi pas ?» Mais en fait, pas du tout, c'est juste un personnage qui est parfaitement désagréable, d'ailleurs. Et en fait, je crois pas qu'il se transforme en dragon à un seul moment, d'ailleurs. C'est juste une espèce de figure de mage un peu flippant. Enfin, même pas flippant, un peu très dominant. Ça, c'est sûr qu'il est extrêmement dominant et que 98% du temps, on a envie de lui coller une énorme baffe dans la gueule. Très bien. Voilà. Sur cette transition claque... Non, je sais pas faire la claque. Je propose qu'on passe à ton choix, Charlotte. Toi, tu voulais nous parler d'un truc radicalement différent, avec plutôt... On retourne dans le monde réel. C'est ça. Alors, pour ma deuxième sélection, je suis restée un peu dans le monde de la musique, parce que j'aime bien ça, et que du coup, j'avais lu des bons livres sur ce thème. J'ai choisi Monkey Diaries, qui est écrit par Jane Birkin, qu'on connaît tous, parce que c'est une actrice, une chanteuse qui est... anglaise, mais qui a fini par vivre en France parce qu'elle a été la compagne de Serge Gainsbourg et ensuite de Jacques Doyon. Alors, Monkey Diaries, c'est en fait les journaux de Jane Birkin qu'elle a écrits dès qu'elle était petite. Et en fait, elle a rassemblé tous ces journaux intimes qui étaient écrits en anglais et elle les a traduits elle-même et elle a récupéré les parties intéressantes pour en former un livre qui contient en fait plein d'extraits de ses journaux intimes, donc depuis son enfance jusque, je sais pas exactement quand ça s'arrête, mais on a quand même une bonne partie de sa vie. Donc c'est elle qui a choisi les extraits, qui les a traduits, et entre ces extraits, on a elle-même actuellement qui écrit aussi des anecdotes pour raconter le fil
sa vie, quoi. Ouais, Ouais, voilà, le fil de conducteur. Alors, c'est pas pour la qualité littéraire que j'ai aimé ce livre, parce que bon, c'est des traductions. En plus, Jane Birkin, je sais pas si vous voyez comment elle parle, mais c'est avec l'accent anglais, puis français. Finalement, ça reste un journal intime, donc Voilà, c'est pas ça- fait pour exactement. être C'est pas pour la qualité littéraire, on s'en doute, mais moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que en fait c'est plein d'anecdotes sur la vie de cette femme qui maintenant a 70 ans par là et qui a vécu avec Serge Gainsbourg, qui est quand même quelqu'un que j'admire et qu'en plus j'ai appris aussi à découvrir grâce à ce livre et à toutes ces anecdotes. Donc Jane Birkin, elle a vécu elle a eu un premier mari duquel elle a eu une fille qui s'appelle Kate. Ensuite elle s'est mise avec Serge Gainsbourg qu'elle a rencontré sur un tournage. Au début, je crois d'ailleurs qu'ils se sont pas du tout appréciés sur les premiers instants. J'ai vu des interviews. Et ensuite, ils ont fini par se mettre ensemble. Et ensuite, tout à la fin, elle se met avec Jacques Doyon. Donc, elle a eu 3 filles. Kate, ensuite Charlotte Gainsbourg de son époque avec Serge Gainsbourg, puis Lou Doyon. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai aimé. C'est toutes ces anecdotes qui nous plongent dans leur vie à eux tous. Toute cette famille d'artistes qui sont dans un monde d'artistes, qui vivent à moitié, au départ ça commence en Angleterre, donc on a son enfance, elle se pose plein de questions, elle doute, après elle est propulsée dans le monde du cinéma, elle rencontre Serge Gainsbourg qui est quand même quelqu'un de très fascinant et assez énigmatique, et moi je connais Serge Gainsbourg mais pas non plus... je suis pas une experte, loin de là, justement, je connaissais pas très très bien. Et en fait, de lire ce livre, ça m'a donné envie de voir plein d'interviews de Jane Birkin, de Serge Gainsbourg, de Charlotte Gainsbourg. J'avais même pris ma place pour Charlotte Gainsbourg, là, qui passe à la Philharmonie, mais je peux pas y aller. Enfin, ça m'a vraiment mis dans... En fait, ça m'a plongé dans leur vie, quoi. Ouais, cette tu t'es famille. senti en phase avec eux, en fait. Ça m'a permis de découvrir tout ça. Et en fait, c'est ce que j'aime bien quand je lis des... là, c'est un journal intime, mais comme tu disais, une biographie ou une autobiographie, c'est que ça nous permet vraiment de découvrir quelqu'un de célèbre vraiment toute sa vie, et je trouve qu'on se sent vraiment plus concerné que quand on lit un article ou quelque chose. En plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je me suis renseignée un petit peu sur le livre avant l'émission, et en fait, tout son journal intime est basé sur comme si elle s'adressait à son doudou, qui est un singe, qui est un petit singe. Et le singe, j'ai vu, elle l'a mis dans le cercueil de Serge Gainsbourg, en fait, au moment où il est mort, pour qu'il lui tienne compagnie au paradis, en fait. Et c'est hyper toujours. Ne rigole pas. Non, mais c'est parce que tu as dit, elle l'a mis dans son cercueil au moment où il est mort. On avait besoin de la précision. J'imaginais à quel moment d'autre elle aurait mis. Excusez-moi, mais désolé. Enfin, de base, voilà, elle a eu ce geste de lui donner quand même son compagnon depuis l'enfance et pour le rejoindre au paradis ou que sais-je, je ne sais pas ce qui se passe après, mais le symbole quand même est assez fort, et du coup tout son journal intime est adressé à ce singe, en fait. Oui, exactement. C'est trop mignon. Et d'ailleurs, c'est sur la couverture du livre, il y a une photo qui date de son enfance, de elle et ce fameux singe. Où elle pose, ouais. Et apparemment, Serge Gainsbourg l'aimait beaucoup, donc c'est ce qu'elle explique qu'elle l'a mis sur son cercueil. Voilà. Oh. Bon, c'est l'anecdote. Bon, je rigole plus, c'est triste. Et du coup, même si le style littéraire est pas forcément très bien, enfin pas. Oui, c'est pas le but. C'est pas le but. Elle raconte quand même des anecdotes qui sont super intéressantes. Moi, ouais, j'ai vraiment aimé parce que tu vois ce qu'ils ont fait, enfin comment était leur vie intime. Tu vois que Serge Gainsbourg, il était pas forcément évident avec elle. Enfin, voilà, qu'il avait ses périodes un peu plus compliquées. Tu comprends. Tu vois aussi qu'ils sont vachement soudés, tu ressens leur complicité, mais il n'y a pas aussi que l'époque Serge Gainsbourg. Donc en fait, il y a plein d'anecdotes, puis elle est plutôt drôle, je trouve, Jane Birkin, même quand on la voit dans les interviews. Donc ça donne un ensemble, enfin je sais pas, c'était assez léger, et j'ai beaucoup aimé lire ce livre, c'était simple, et je l'ai lu assez rapidement. Et est-ce que tu avais vu le film Serge Gainsbourg, Vie héroïque, qui est super parce que c'est une interprétation assez onirique de la vie de Gainsbourg. Du coup, il y a tout un passage où forcément on voit sa vie partagée avec Jane Birkin, qui est très très bien. Je te recommande. Ok, ouais, faudrait que je le regarde. Et ça t'a donné envie? Ah bah oui, non, ça fait pleurer, c'est j'ai sûr. beaucoup pleuré. Mais c'est très très beau. Le singe, Non, mais je sais pas, j'ai du coup, je ferai peut-être attention la prochaine fois que je le vois. Peut-être, si ça se trouve, le singe est glissé quelque part, tu vois. C'est possible. Mais est-ce que ça t'a donné du coup envie de lire d'autres biographies? J'en ai pas en tête, mais ouais, si je tombe sur une biographie qui m'intéresse, je trouve que c'est pas un style de livre que je lis souvent. Mais ça apporte vachement de connaissances en fait sur le monde réel et quelqu'un
qu'on aime bien de base, et ça nous permet d'agrandir aussi notre connaissance de façon agréable et assez ludique, quoi. Du coup, en lisant ce livre, j'ai aussi pas mal écouté Melody Nelson, qui est un album concept que Serge Gainsbourg a écrit avec Vanier, je crois, en collaboration. Bref, et il y a Jane Birkin aussi qui intervient, où elle dit son nom, elle dit Melody Nelson dans l'album à plusieurs moments, et du coup j'étais à fond dedans. Voilà, c'était pour prouver mon enthousiasme après cette lecture. Ouais, c'est sympa parce qu'en même temps, du coup, c'est à la fois, un plaisir littéraire et en même temps auditif, parce que c'est forcé que ça t'oblige, ça te plonge dans une époque, en fait. Totalement, ouais. Donc c'est plutôt c'est plus facile de se plonger dans un album quand t'as un peu l'historique, plutôt que quand tu découvres comme ça. Je trouve que tu vis les albums complètement différemment et t'as énormément d'empathie, en fait. Après, sauf si c'est des gros connards. Mais en l'occurrence, je trouve que Jane Birkin, elle dégage quelque chose de sympathique. Ouais, totalement. Et son accent qu'elle a jamais perdu, qui peut agacer, mais qui est aussi à la fois extrêmement mignon. C'est vrai que ça peut être très sympa. En plus, j'imagine que tu dois entendre son accent quand tu lis ses... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tu sais comment elle parle, et puis, ouais, vu que c'est elle qui avait écrit, ouais, c'était très cool. Très bien. En tout cas, ça donne très très envie. Je pense que ça doit être le genre de lecture qui doit être très sympa sur la plage. Ouais, je pense que c'est pas mal. Moi, je l'ai lu en hiver, mais je conseille pour la plage. Quelle que soit la saison, du coup. Exactement. Mais sous un parasol, rappelons que Jane Birkin était anglaise, elle ne pouvait pas bronzer. C'est vrai. Oui, c'est pas un livre pour bronzer. Voilà, non. Du coup, on va passer à la suite avec toi, Pierre. Donc, c'est le dernier coup de cœur de cette émission. Tu vas nous parler de Anita Blake, et j'en attends beaucoup, vu ce qui s'est dit en off. Alors, justement, j'ai une transition toute offerte, parce que le personnage d'Anita, qui est, faut le dire, tant soit peu sociopathe quand même, voilà, entre autres qualités, a un doudou. Oh, quelle transition! C'est un petit pingouin, elle adore les pingouins, qui s'appelle Sigmund. Tout va bien. Okay. Tout va bien. Tout va bien. Donc, Anita Blake, c'est une petite série de livres qui a débuté en 93. Il y a 26 tomes, un par an. C'est bien, on recommande des trucs qui sont courts. Parce que depuis le début de l'émission, c'est parfait. Il y a plus de tomes que Game of Thrones, parce qu'il a commencé à peu près à la même période. Et... Ça parle mal. Oui, mais le tome d'Anita Blake, ça fait 200 pages. Game of Thrones, c'est pas pareil. Hein. Un peu plus, je crois que c'est 350, mais... Le tome Ah oui, ouais. quand même, du coup, il y a de quoi lire là. Après, c'est souvent vendu en format poche, mais ça fait 350 pages poche. Ah oui, bon, j'ai rien dit. Donc non, Anita Blake, c'est plutôt sympa. Alors, c'est du beat-lit. C'est de la littérature pour adolescentes en chaleur. Oui. Et je le revendique, hein, il y a aucun problème. Non mais c'est bien, il est très tard dans la soirée, c'est le moment de passer à la partie off de l'émission. C'est la partie chaude. Donc, c'est un monde pseudo-réaliste. Je dis pseudo parce que le vampirisme est légal, c'est accepté, il n'y a pas de problème. Ça fait 2 ans que les vampires sont des citoyens comme les autres, on n'a plus le droit de les buter. Manque de bol, Anita, elle est un petit peu exécutrice, elle aime bien flinguer des vampires, c'est son délire. C'est dommage. C'est dommage. Mais elle a un autre boulot, vrai boulot, celui qui paye les factures. Elle bosse à la poste. Non, elle est réanimatrice. Elle relève des zombies. L'idée, c'est pas du tout ça ne l'éclate pas du tout. Par contre, elle a une sorte d'affinité avec les morts et elle les relève plus ou moins sans le vouloir. Du coup, soit elle met son don à profit et ça lui fait des sous, ce qui est pas mal pour régler des histoires d'héritage. Oh non, mon grand-père avait dit qu'il me donnerait tous ses biens. On va lui demander, salaud, c'est toi qui m'as tué. Bon, ok, ça permet de... Non mais c'est à peu près le genre d'intrigue qui peut se dérouler, donc c'est assez simple à suivre. Donc voilà, elle est réanimatrice, tueuse de vampires. Les vampires ont, dans ce monde-là, alors, ils ne luisent pas au soleil. Par contre, ils ont un sex appeal assez monstrueux. Ouais. En combien de mots sex appeal ? On en vient aux choses sérieuses. Alors, il y a toute une partie du roman qui parle justement de la question de l'afflux sanguin. En même temps, c'est des vampires. Ils sont morts, ils ont plus de sang. Donc, non mais... Pardon. Moi, en tout cas, avec ce que tu es en train de me dire, j'ai hâte qu'on arrive au moment où je vais te poser la question pourquoi c'est un coup de cœur.
Alors justement, c'est un coup de cœur parce que dans ce genre de livre, en général, on a un personnage qui est féminin, qui est assez faible, qui se laisse un peu marcher dessus. Et là, pas du tout. Là, c'est une fana des armes qui désingue tout sur son passage. Et il y a un petit peu un effet shonen. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des tomes, elle récupère des pouvoirs tous plus craqués les uns que les autres. J'ai une image très très forte dans ma tête où du coup, comme c'est un peu un truc de cul, tu vois, où j'imagine la nana, dans les shonen, ils disent les prises qu'ils font. T'es genre... Alors, désolé, c'est un petit spoiler, mais ça pourra quand même vous aider. Sur les 25 tomes, avant le tome 6... Y a pas de cul. Y a pas de cul. Vous serez frustré Commençons graduellement. Ah, en même temps, il n'y a pas de bonnes histoires de vampires sans frustration. Alors oui, mais là il n'y a pas que des vampires. Alors il y a de la frustration avec toutes les loups-garous. Alors il y a des garous, mais pas que des loups. Alors on a vu des rats. Il me semble qu'il y a des chats. En tout cas, il y a des guépards. Il y a tout et n'importe quoi. Tout ce qui est garou se tape, plus ou moins. Oui, enfin, sauf que le type qui est, je sais pas, coccinelle-garou, très clairement, il a pas de chance, quoi. Il peut s'en trouver quand même. Alors, oui, mais du coup, c'est par les pouvoirs de la coccinelle. Alors, il me semble qu'il y a un héron-garou. Ah oui, non, il passe un mauvais moment. Non, mais il y a vraiment une question de l'acceptation des vampires dans la société. Comment est-ce qu'on fait pour gérer des individus qui n'ont pas à être discriminés a priori, mais qui sont quand même extrêmement dangereux. Un vampire standard peut soulever une voiture à une main, il me semble. Donc mais comment ça se passe? Parce que je veux bien qu'ils soient intégrés dans la société, parce que moi je suis plutôt tolérante. Mais est-ce qu'ils sont végétariens? Non, il y a des bars à viande. Ah, des bars à viande, mais du coup ils font ça avec des animaux? Non, ils tiennent des clubs de striptease et autres lieux de luxure. Et il y a des gens qui viennent se faire prélever un petit gallon de sang parce que ça procure une joie intense. D'accord. Pour ne pas dire orgasme. Voilà, il y a des gros junkies de la morsure. D'accord, ok. Oui, par contre, je me pose toujours cette question de l'afflux sanguin, pour y revenir. Cette question restée en suspens. C'est une question primordiale. Est-ce qu'on voit des pubs pour les problèmes d'érection des vampires à la télévision? C'est-à-dire, vous avez des problèmes d'afflux sanguin, bonjour, vampire grou, enfin je ne sais pas, une petite pilule bleue que tu prends, c'est jamais... Alors, pour ton info, on peut pas voir, c'est un livre. Ah oui. Ah pardon. Excusez-moi, moi je me le visualise déjà. Tu t'es emporté. Oui, c'est vrai, je me disais, oh bah tiens, voilà comment... Non, mais est-ce qu'on peut lire à ce moment-là des publicités à la télévision sur... Non, je ne sais pas. Parce que je veux dire, Netflix va acheter les droits, il y aura une série. Très clairement, le problème d'afflux sanguin, c'est problématique pour un roman érotique, hein, je tiens à le préciser. Mais voilà, la prochaine fois qu'on dit que les femmes, c'est le sexe faible, que ça doit s'écraser, balancez-leur Anita Blake à la tronche. Ça fait plaisir. C'est un gros défouloir, c'est pas très malin, mais ça se lit bien. Arrêtez-vous avant le tome 15. Il y a combien de tomes déjà? Là, il y en a 26. Enfin, le 26e est traduit là pour cette année. Et donc, est-ce que c'est une lecture que tu recommandes entre 2h du matin et 5h? Alors, il y a eu des petits problèmes au niveau de la publication au départ, parce que c'est un genre à mi-chemin entre de la science-fiction, un peu de fantastique, de l'horreur. Je vois pas où il y a de l'horreur pour moi, qui est des meurtres. Ça reste du fantastique avec du sang, quoi. Non, mais c'est habituel. Pour moi, il n'y a pas d'atmosphère angoissante. Il y a des questions, donc on en discutait en off. Mais qui c'est le papa? Un grand classique des romans érotiques. En beaucoup plus complexe, mais voilà, il y a ce genre de questions qui se posent. Non, c'est un bon défouloir. Et c'est un roman du coup qui est classé dans quel genre? Est-ce que c'est classé du coup roman érotique ou est-ce que c'est classé simplement roman fantastique? C'est l'avantage du bitlit. C'est une catégorie à part entière. Le quoi? Le bitlit. Ah, dans bitlit, la bite. La lit aussi. C'est BIT. Nouvelle catégorie à la mode dans les romans érotiques, c'est-à-dire que plus personne n'ose en lire d'Arlequin avec des histoires un petit peu clichés. On s'est mis au roman de vampires depuis la sortie du fameux Twilight. Et du coup, c'est devenu un type de roman à part entière. C'est de la fantaisie érotique. Alors qu'en vrai...
franchement, je sais pas si vous avez déjà lu des Harlequins, c'est très très drôle. Moi j'ai une de mes très très bonnes amies qui, quand elle était partie à Paris, que moi j'étais encore à Rennes, elle lui a dit il faut que je t'offre quelque chose dont tu te souviendras de moi avant de me rejoindre. Elle m'a offert Lady Corsair et c'était un grand moment. C'est le genre de littérature où le personnage masculin touche le poignet de l'héroïne et clairement là il y a de l'afflux sanguin. Oui, mais ça c'est de l'Harlequin mignon. Parce que le Harlequin 2010, c'est de l'Harlequin où quand même, je veux dire, à la fin du premier tome, on a déjà une et un gangbang. Je veux dire, très clairement. Moi, j'étais tout à fait choquée de lire une histoire d'une femme de 40 ans qui revoyait sa vie après avoir eu son ménopause et qui soudainement se fait prendre par 3 hommes comme ça. Ouais, voilà. Alors que pourtant... Qui n'étaient même pas des vampires de plus. C'était quelque chose d'absolument choquant. Bah oui, mais bon. Ah, tu me diras, ça y est, j'ai trouvé pourquoi ça marche avec les vampires. Il y a la rigidité cadavérique. Eh bien non. Ah bah oui, non. est-ce qui annule l'afflux sanguin? Bah oui, et mais ben non, voilà la réponse à la question. Il a dit que non. Non, c'est un corps caverneux. Ah merde. Mais non, mais à partir du moment où il suce du sang, il en intègre. Eh bah je peux te dire qu'il suce pas que du sang là-dedans. Voilà. Cette merci. émission va trop loin. Juste une question. Comment tu t'es retrouvé à en arriver à lire ça au fait au départ? Alors, c'est un défi, c'est un cadeau? Non, je m'en suis retrouvé à lire ça parce que j'ai. C'était en tête de gondole. Non, je ne serais pas allé lire C'était ça. en tête de quelque chose mais pas de gondole si tu vois ce que je veux dire. Non, par contre, ça a été publié chez Milady. Et chez Milady, en général, je prends à peu près tout ce qui passe. Eh ben, tu vois, Milady, l'éditeur qui ne finit pas les tomes de mon bouquin de vampire, eh ben, c'est Milady. Je le déteste. Et Voilà. c'est Milady qu'on trouve le bâtard de Cosigan si vous avez envie d'essayer. C'est très bien, c'est français. Et il y a du cul aussi. Voilà. Et donc pour Anita Blake, l'histoire c'est que je cherchais un truc à lire, mais un truc long parce que j'en ai marre d'avoir un tome et bah je dois attendre ou alors bah je m'arrête là et je suis tout triste. Donc on m'a dit tiens il y a un truc qui est sympa, puis en plus il y a un personnage féminin, un force, il y a de la baston, c'est rigolo, et il y a des vampires, c'est pas des tafioles. Et j'étais curieux de voir ce que c'était un vampire qui n'est pas une tafiole. Alors, en vrai, si tu cherchais un truc long, il suffisait de rencontrer Meuret et du coup de comment dire qu'il te propose les 32 tomes de Fantomas. Ah, j'ai eu très peur. Je voulais pas t'en arriver avec ton histoire. Alors, je sais que tu es mon favori. clin d'œil. Mais jusqu'à maintenant, je n'irai jamais faire d'allusion sexuelle avec mes chroniques. Non, je fais 1m86, voilà, c'est ce que je veux dire. Oui. Bien sûr. Tout à fait. Oui, c'est vrai que si tu veux lire un truc plus long, il y a tout Fantomas en effet. Et j'en profite pour vous proposer une expérience très intéressante. Le roman Bitlit, enfin le rayon Bitlit n'existe que dans un seul magasin, Cultura. Je vous conseille d'aller vous mettre dans un coin et de regarder la population qui va voir dans les romans Bitlit. C'est des femmes de 40 ans avec des lunettes de soleil? Alors non, je vous le dis tout de suite, c'est des profs de français sur leur tour. Oh, c'est mignon. Voilà, c'est généralement en fait celles qui les ont écrits d'ailleurs. Non, c'est des femmes entre deux âges qui clairement s'émoustillent toutes seules dans un rayon de Cultura. C'est comme le rayon manga de la Fnac, mais en un peu plus sale. Voilà. Mais je veux pas dire de bêtises, mais tout ce qui est, enfin, l'arrivée le retour des romans érotiques qui arrivait avec 50 Shades of Grey, au départ, c'est une fanfiction de Twilight, si je dis pas de bêtises. Alors, tout à fait. Oui, l'autrice écrivait des fanfictions de Twilight avant d'écrire 50 Shades. Et d'ailleurs, petit coup de gueule, hein. Bon, j'en profite, excuse-moi. 50 Shades of Grey, c'est l'histoire quand même d'un mec qui est dangereux avec l'héroïne parce qu'il va la stalker tout le temps, tu vois. Et genre un mec qui était à l'autre bout de la ville et qui apparaît soudainement à la sortie de ton bar pour te tenir les cheveux en train de vomir, je suis désolée. Il y a quelque chose qui se trame. Mais ça, c'est le film, parce que dans le livre, moi, je sais pas comment ça. Non, mais moi, j'ai lu environ 3 lignes, et c'était. Et tout à coup, je sentis qu'il perçait mon email. Aïe. Aïe. Et à la ligne, aïe. Ah oui. Et c'était pas moi qui m'exclamais aïe, c'était écrit dans le livre, tu vois. Et j'étais là, genre, mais. Moi, j'ai rien contre la littérature érotique, au contraire, tu vois, parce que je trouve ça plutôt, comment dire, exotique. Mais. Mais là, franchement, il y avait rien d'exotique, c'était juste extrêmement pénible. Bah, c'est-à-dire qu'à choisir pour de la littérature un peu sadomaso, lisez plutôt Histoire d'eau. C'est beaucoup plus sympathique, ou le Marquis de Sade. Histoire d'eau, le Marquis de Sade, vous y allez, vous pouvez y aller tranquillement et puis vous découvrirez un petit peu des choses sur vous-même. Est-ce que vous aimez vous faire taper dessus avec de la cire chaude? Enfin, je veux dire les trucs de base. Est-ce que j'aime me faire pénétrer par un concombre brûlant? Oui. Bon, bah voilà, bah du coup, j'ai découvert sur moi-même. Mais moi, je comprends pas parce qu'un concombre brûlant, ça veut dire qu'il est cuit, donc il est mou.
Ah non, pas s'il a un afflux sanguin. Enfin, Morgane, écoute, il va bien falloir écouter au bout La d'un moment. réponse dans le prochain épisode d'Allo Central. Là, je ne supporte plus. Le prochain épisode, ce sera cuisine et érotisme, voilà. Et du coup, j'ai une dernière question par rapport à Anita Blake. Du coup, c'est des romans, parce qu'il y en a quand même énormément, qui ont été écrits à peu près à quelle époque? Ça a commencé en 93. Il y en a un Ah par oui, an. c'est vrai, tu en parlais. Voilà. Elle écrit toujours? Elle écrit toujours et l'héroïne a 25 ans. Donc moi j'ai commencé il y a 2 ans, donc c'était à peu près mon âge. Et elle a toujours 25 ans? Non, elle a vieilli au même rythme que la sortie. Dans les bouquins, elle a dû devenir une cougar-garou. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le courage d'aller jusque-là. J'avoue que les ayant lus d'une traite, je me suis arrêté au tome 12. Parce que... Alors ça commence à partir un petit peu dans les choses perverses à partir du tome 6-7. Et ça devient n'importe quoi à partir du 10. Justement sur les points érotiques, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace quand on s'y attend pas. Enfin, moi j'ai lu Orc de Stan Nichols. Il y a une scène érotique où je m'attendais vraiment pas. Et ça fait 10 fois l'effet de n'importe quel bouquin érotique. En tout cas, sur ces jolis mots, pour terminer, n'est-ce pas, pour ces mots un peu érotiques, chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je voudrais tous vous remercier d'être venus parce que c'est notre premier épisode sur la littérature de la saison. Je suis très fière de vous et j'espère qu'on pourra en refaire plusieurs pour la prochaine saison, puisque là, on en arrive quand même à l'avant-dernier épisode. En tout cas, merci Murray. Merci à toi. Et la prochaine fois, donc, tu reviens avec d'autres recommandations qui sont ni de la SF, ni sur des serial killers ou des mecs qui tuent des gens. Peut-être, on verra. Allez, tu te mets au cul. Allez, allez. C'est lui qui va tuer des gens. Voilà, il y a un chroniqueur qui va mourir dans le prochain épisode. Non. Merci Maud pour ton premier épisode de la saison, si je me trompe pas. Tout à fait. La dernière fois que je suis venue, c'était l'année dernière. Eh ben écoute, je pense qu'on te retrouve l'année prochaine à peu près à la même période. Certainement. Peut-être un petit peu avant. On verra. On verra, mais j'aurai une annonce à vous faire, chers auditeurs, pour le dernier épisode, mais peut-être que tu auras l'occasion de revenir un peu plus régulièrement la prochaine fois. Oui. Mystère. Merci à toi aussi, Charlotte. Merci à toi, pour Morgane. ton troisième épisode. Félicitations. Une bonne expérience. Et je suis très contente parce que du coup, je sais que c'était pas évident pour toi, déjà de venir à la radio, déjà au départ pour parler musique, mais déjà je trouve que tu as bien pris confiance en toi, et je suis très contente que tu sois venue parler littérature. Ouais, c'était très sympa. Merci à vous tous. Et l'équipe était trop cool ce soir. Et merci à toi Pierre pour ce premier épisode d'Allo Central, et j'espère que tu auras pris goût à ce gros bordel. En plus, je trouve que tu es plutôt audacieux de nous avoir fait ces recommandations littéraires ce soir, parce que pour un premier épisode, c'était quand même un peu exotique. Piquant. Chaud du cul. J'ai chaud. Il fait chaud. J'en ai beaucoup plus en réserve. En attendant, Allo Central est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. On se retrouve le mardi 2 juillet pour le dernier épisode de la saison d'Allo Central. En attendant, retrouvez-nous 24h/24, 7 jours sur 7 en téléchargement ou streaming sur le site de radiokawa.com. N'hésitez pas à partager l'émission à vos amis, vos voisins, vos collègues ou à votre mamie qui a besoin de vos recommandations littéraires. D'ailleurs, j'en profite pour faire un... Bonsoir, c'est mamie. J'en profite pour faire un très bon anniversaire à ma mamie. Voilà, puisque... Bon anniversaire, mamie. Bon anniversaire. En attendant, voilà, on va vous faire plein de bisous. N'oubliez pas de faire des petites étoiles sur iTunes, et en tout cas, à très très bientôt. Bisous. Bisous partout. Je suis le favori. Radio